reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 de notre règlement. La parole est à M. Gérard Cherpion. Allez-y, monsieur le député. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous reprenons la discussion du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel dans un climat particulièrement lourd de crise politique. Notre Assemblée a été paralysée durant 5 jours par une affaire d'État et surtout par le mépris du gouvernement pour le Parlement. Alors que la situation exigeait d'obtenir des explications du pouvoir exécutif, il est resté muet en refusant de répondre aux demandes légitimes des oppositions et a ainsi provoqué et est responsable de l'obstruction de l'agenda de l'Assemblée nationale. Les parlementaires ont eu raison de refuser de discuter de la révision constitutionnelle dans ces conditions. Aujourd'hui, nous sommes sur un autre sujet et nous allons examiner en nouvelle lecture ce projet de loi sur l'avenir professionnel et nous allons légiférer comme prévu, avec sérieux et détermination. L'attitude du gouvernement, son mépris envers le Parlement est arrivé ce week-end à son paroxysme, mais ce mépris, nous le subissons de façon lancinante, continuelle depuis 1 an. Je vous avais mis en garde, Madame la Ministre, en vous signifiant que nous n'accepterions plus ces méthodes de gouvernement. Et une nouvelle fois, le gouvernement ne respecte ni le Parlement, ni le Conseil d'État. En effet, entre la discussion à l'Assemblée nationale et celle au Sénat, le gouvernement a déposé près de 110 amendements pour un texte comportant à l'origine 66 articles. Quelles sont les raisons de ce nouveau record? La première est l'impréparation du gouvernement. Comment peut-il en être autrement lorsqu'il réécrit entièrement certains articles, ou pire, qu'il se contredit lui-même, comme par exemple avec le dépôt de 5 nouveaux amendements que nous allons examiner. Certains sont d'ailleurs de bon sens et nous avions proposé. La seconde est le sentiment du gouvernement de n'avoir de compte à rendre à personne, et ainsi pouvoir contourner délibérément nos institutions. En effet, lorsque le gouvernement dépose un projet de loi, il doit le transmettre au Conseil d'État pour avis et est obligé de présenter une étude d'impact justifiant les mesures qu'il entend prendre. Lorsque le gouvernement légifère par voie d'amendement, il contourne le Conseil d'État et s'affranchit de l'obligation d'étude d'impact. Nous légiférons ainsi dans l'ignorance des conséquences des mesures proposées. À cela s'ajoute que le gouvernement dépose des amendements quelques jours, voire quelques heures avant leur examen. Les parlementaires n'ont ainsi pas le temps de prendre connaissance avec sérieux des propositions de changement, voire de revirement du gouvernement, et ceci est particulièrement grave. Troisième raison, vous présentez un projet incomplet, car de vos propres aveux, vos concertations ne sont pas terminées. C'est le cas sur la partie relative aux travailleurs handicapés et à l'égalité femmes-hommes. Ainsi, vous ajoutez un article bateau à votre projet de loi qui ne servira que d'accroche pour tenter d'éviter une censure du Conseil constitutionnel et vous intégrez en cours d'examen des conclusions de concertation faites en dehors de l'enceinte du Parlement, sans même l'en informer. Je vous le dis, Madame la Ministre, l'insincérité de votre étude d'impact, le contournement du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel feront l'objet d'un recours contre votre projet et ce sont les raisons d'adoption de cette motion de rejet préalable. Mais ce n'est pas le seul grief d'inconstitutionnalité que nous avons relevé sur ce texte. Ainsi, vous avez rédigé un nouvel article 33 pour obliger les partenaires sociaux à renégocier la convention assurance chômage sans attendre l'échéance de la convention actuelle. En réalité, cet amendement est fait notable et unique dans la Ve République, d'origine élyséenne directe. Annoncé par le Président de la République lors du Congrès, volonté directe de celui-ci, il a été introduit au Sénat donc après l'examen et le vote du projet de loi à l'Assemblée nationale. Madame la Ministre, je vous avais prévenu que nous n'accepterions plus que le gouvernement dépose au Sénat, en situation de procédure accélérée avec une seule lecture par chambre, des amendements fondamentaux comme celui-ci, comme vous l'aviez déjà fait pour la ratification de la 6e ordonnance de la loi travail, qui n'a jamais été étudiée par l'Assemblée nationale. Et vous l'avez dit, nous avions voté cette loi. Qui plus est, cet amendement remet en cause le principe de la liberté contractuelle. Nous ne pouvons y déroger que pour motif d'intérêt général suffisant. Où est cet intérêt? Selon vous, le seul fait que nous soyons en croissance et que cela concerne la lutte contre la précarité est un motif suffisant.
Premièrement, cet argument est faux, hélas, et nous le regrettons. La croissance ralentit et il est probable qu'elle ralentisse encore. Secondement, la lutte contre la précarité et les contrats courts a déjà été abordée. Il n'y a donc aucun fait nouveau justifiant la remise en cause de la convention signée entre les partenaires sociaux. Si, peut-être un seul motif en réalité, la volonté du président de la République de casser l'assurance chômage. Nous avions déjà mis en garde les Français contre les attaques en cours de l'un des piliers de la politique sociale de notre pays. La suppression des cotisations salariales, son remplacement par la hausse de la CSG, le passage d'un paritarisme de gestion à un paritarisme de caution, la transformation du chômage d'un système assurantiel à une solidarité nationale, donc financée par l'impôt, les déclarations de 2 ministres disant que les aides au retour à l'emploi sont inefficaces et qu'il y a trop de solidarité nationale étaient autant de signes que le gouvernement a cette volonté de casse. L'amendement élyséen confirme cette crainte. Pour le président de la République, ça ne suffit pas, il faut aller plus vite, plus loin. Il faut raccourcir les aides de chômage des Français dès l'année prochaine. Je peux prédire aux Français ce qui risque de les attendre. Un forfait chômage de 800 €, quel que soit le revenu, comme les indépendants, ou une dégressivité des montants et du montant de l'indemnisation plus courte, voire les trois. Enfin, quel cynisme de la part du gouvernement qui souhaite, et je vous cite, Madame la Ministre, donner la primauté à l'intervention des partenaires sociaux par respect pour le dialogue social. À qui allez-vous faire croire que dorénavant vous respectez les partenaires sociaux? Vous le retirez de fait de gestion de l'assurance chômage à travers l'UNEDIC. En effet, lorsque les leviers financiers sont retirés à un acteur, ses capacités d'action lui sont également retirées. Comment pouvez-vous vous faire passer pour les défenseurs du dialogue social lorsque vous obligez les partenaires sociaux à renégocier une convention récemment signée pour coller aux injonctions du président de la République? Vous ne leurrez personne. Le seul but de cette manœuvre est de faire porter le chapeau de vos décisions, la baisse des droits qui s'amorce, aux partenaires sociaux, et j'espère sincèrement que ceux-ci ne vont pas se laisser enfermer dans ce mauvais rôle. Je regrette également l'attitude tant du gouvernement que de sa majorité face au texte amendé par le Sénat. Le Sénat a joué son rôle. Il n'a pas bouleversé le projet de loi, il n'a jamais franchi de ligne rouge, il a au contraire amélioré le texte, l'a rééquilibré. Malheureusement, ancré dans une posture idéologique et fermée, la majorité a abordé la commission mixte paritaire avec la volonté et peut-être l'ordre de la faire échouer. À aucun moment, vous n'avez essayé d'avancer dans l'intérêt des Français et de la France. À aucun moment, vous n'avez tenté de trouver un accord avec le Sénat. Pas plus d'ailleurs avec l'Assemblée nationale où vous méprisez les oppositions. Vous restez arc-bouté sur votre certitude de détenir seul la vérité. Pourtant, ni l'opposition à l'Assemblée ni au Sénat ne sont dans un rôle d'opposant systématique. Notre seule volonté est d'améliorer un texte permettant aux Français de vivre mieux. Sur le fond, votre projet ne va pas dans le bon sens. Pire, il réduit les droits individuels. Comment l'apprentissage sort-il grandi d'un projet qui le confie à 400 branches professionnelles, dont moins de 10 ont la structure nécessaire pour assurer la responsabilité que vous leur confiez? Comment ces 400 branches qui ne couvrent pas tous les salariés feront mieux que les 18 régions de notre pays? Comment les salariés pourront se former tout au long de leur vie avec des droits amoindris, avec un CPF monétisé qui transforme la formation en un bien de consommation ordinaire, avec un CPF moins bien financé qu'auparavant? Comment mieux favoriser le travail des personnes handicapées avec un texte qui ne cesse de faire l'objet de revirements? Enfin, que font dans votre projet de loi les articles concernant la fonction publique, alors qu'une loi sur ce sujet précis a été annoncée et que les concertations ne sont pas terminées? Ce cavalier législatif fera lui aussi partie de notre recours au Conseil constitutionnel. Ce projet de loi opère également une recentralisation jamais vue avec un nouvel organisme, France Compétences. Cet organisme, omnipotent, omniprésent dans le domaine de la formation professionnelle, sera exclusivement à la main du gouvernement, comme en témoigne la composition du conseil d'administration. Vous avez même refusé un amendement de notre collègue Vercamer prévoyant que le directeur général de France Compétences soit auditionné par le Parlement avant sa nomination. J'apprécie en fait l'article 88 qui vient, à l'inverse, de donner un avis favorable à cet amendement. Je souhaite, Vercamer, qu'il soit adopté. Mais que craignez-vous, Madame la Ministre? Pourquoi vous entêtez-vous à diminuer le pouvoir du Parlement? Pourquoi avoir peur des représentants du peuple que nous sommes? Votre projet de loi manque de hauteur. Pire encore, malgré une majorité aux ordres, vous continuez à ressentir le besoin de légiférer par voie d'ordonnance. Où est l'urgence, Madame la Ministre, pour avoir recours aux ordonnances, projet de loi après projet de loi? Travailleurs détachés, financement de la formation professionnelle, travail des personnes handicapées, tous ces sujets vont faire l'objet d'une ordonnance. Sans parler de l'ordonnance, l'article 66, qui chapeaute tout le projet de loi et vous permet de faire, au fond, ce que vous voulez.
Ou est-ce parce que vous ne faites pas assez confiance à votre propre majorité? Tout cela dans une pauvreté du débat jamais atteinte. Réponse approximative, voire absence de réponse du gouvernement, sous prétexte de concertation en cours. Une commission qui rétablit aveuglément le texte issu de l'Assemblée nationale, des refus d'adoption de tout amendement venant des oppositions sans aucune justification. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande de voter la présente motion. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, est-ce que vous souhaitez intervenir? Madame la rapporteure, madame la présidente de la commission, pas de réponse particulière. Explication